Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la CAP TV, la chaîne des actualités pédagogiques de l'Université de Tours. Je suis Bonnie Patry, ingénieure pédagogique au CAP, le Centre d'accompagnement à la pédagogie pour les enseignants. Et nous allons parler aujourd'hui de pédagogie autour de la notion d'espace, et en particulier de la salle d'innovation pédagogique qui est située à l'IUT de Tours. Donc nous accueillons à cette occasion les porteurs du projet, Nathalie Pourpry, qui est enseignante et directrice adjointe de l'IUT, et Arnaud Lecouté, qui est responsable du pôle audiovisuel de l'IUT de Tours. Alors Nathalie, Arnaud, bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cet épisode. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet, de sa genèse? Comment est-ce que l'idée de cette salle, finalement, vous est venue? Bonjour Bonnie, d'abord. Merci de nous avoir invités. Merci à toute l'équipe de CAP TV de nous accueillir sur ce plateau pour nous permettre de parler de notre salle d'innovation pédagogique. Alors, en fait, à l'IUT de Tours, on a créé en 2018 des ateliers de l'innovation pédagogique qui réunissent des enseignants qui ont envie de travailler un peu autrement avec les étudiants. Et c'est au cours d'un de ces ateliers qu'on a détecté une envie de travailler autrement, vraiment en faisant agir les étudiants l'un avec l'autre à travers des travaux d'équipe. Le souci, c'est que pour les faire travailler en équipe dans des salles TD classiques, il faut bouger les tables qui ne sont pas faites pour, il faut bouger les chaises, il faut que l'enseignant donne les explications aux étudiants, les étudiants nous tournent parfois le dos, il faut qu'on projette des choses à l'écran, les étudiants ne le voient pas forcément, on écrit au tableau, ils se retournent sur leur chaise. Donc tout ça est très compliqué pour créer cette dynamique de travail d'équipe. On a aussi des étudiants qui restent malgré tout statiques, même si on les met en équipe, ils restent, une fois qu'ils sont installés en équipe, ils restent assis à leur place. Et on a vraiment du mal à les faire bouger pour aller sur une autre équipe, ou pour aller écrire des choses au tableau, ou pour venir prendre la parole devant tout le groupe. Et donc on avait vraiment besoin de trouver une solution qui facilite les choses. L'autre souci aussi, quand on travaille dans des salles TD classiques, c'est qu'une fois qu'on a mis les étudiants en équipe, qu'on les a fait travailler comme on pouvait en équipe, il faut tout remettre en ordre pour le TD d'après. Ce qui fait perdre 5 minutes au début pour tout installer et 5 minutes à la fin pour tout ranger. Donc c'était vraiment difficile. D'où l'idée de réfléchir à une autre salle pour travailler autrement. Voilà. Et alors comment justement vous y êtes pris pour concevoir cette salle qui est donc finalement plutôt une salle de TD pour les TD? Quelle a été votre démarche? Par quelles étapes vous êtes passé? À qui est-ce que vous avez fait appel finalement? Alors, on a tout d'abord créé un groupe de travail constitué d'un représentant de chaque département. On a 7 départements de formation à l'IUT, donc chacun était représenté dans ce groupe de travail. On a associé également le service technique, le service informatique et bien sûr le service audiovisuel à travers Arnaud. Et la première étape a été de faire une étude par entretien auprès des enseignants de chaque département pour essayer de comprendre comment ils travaillaient à l'heure actuelle, donc quels étaient les outils essentiels dont ils avaient besoin, quelles étaient les nouvelles pratiques peut-être qu'ils pouvaient aussi utiliser au cours de leur TD. Et puis, il a fallu prendre en compte les contraintes techniques, d'où la nécessité de nos services techniques. Et ça a été vraiment la première étape. En parallèle. De cette première étape, on a calqué, on a mis en parallèle des innovations qui existent dans d'autres universités avec une recherche de ce qui existe, avec des visites dans différentes universités, des relations entre différents services aussi, et puis donc entre cet audit, ce bilan et ce qu'on peut faire avec des contraintes budgétaires et des contraintes techniques. On a proposé un projet d'une salle d'innovation en prenant en compte tout ce qui est la mobilité de l'étudiant et de l'enseignant dans cette salle. Et donc dans une deuxième étape, on a croisé les attentes des enseignants et les solutions techniques de façon à peut-être éliminer des choses, parce que c'est vrai que quand on réfléchit à la salle de TD idéale, on a plein d'idées, mais ensuite il faut prendre, comme le disait Arnaud, prendre en compte les contraintes techniques et budgétaires pour essayer de respecter un petit peu tout ça.
Et donc, on a déjà éliminé des solutions. Notamment, on se demandait si ça pouvait être une salle mixte avec de l'informatique et qui pouvait être utilisée sans ordinateur. Donc, il aurait fallu un ordinateur par étudiant. Et ça, on l'a éliminé parce que c'était trop cher et puis parce que ce n'était pas non plus l'objectif de cette salle. On a aussi éliminé les cloisons d'isolation phonique. On s'était dit qu'entre chaque îlot qu'on imaginait, on pourrait mettre des cloisons. Et là, c'est pour des raisons budgétaires. Vraiment, les solutions étaient trop onéreuses. On a aussi décidé que la salle ne pouvait pas accueillir plus de 30 étudiants, puisque dans un des départements, on nous avait dit pourquoi pas accueillir 50 étudiants en mettant 2 groupes ensemble. On n'avait pas de salle assez grande pour faire ça. Donc voilà, pour certaines raisons, on a éliminé telle ou telle possibilité. On avait aussi imaginé un petit coin salon pour faire travailler les étudiants, un peu comme ici, assis plutôt dans une espèce de petit canapé, des fauteuils, parce qu'on s'était dit qu'en travaillant autrement, ça pouvait aussi les aider à mieux s'impliquer. Ça prend beaucoup de place et donc on n'avait pas possibilité de tout faire tenir ensuite. Donc voilà, ça c'est pour les idées à éliminer. Et puis ensuite… Donc de ce gros retour riche de tout ce qu'il fallait éliminer, ce groupe de travail a gardé quelques éléments qui devaient rentrer dans un budget, donc tout en restant dans la mobilité, donc des tables individuelles, des tables qui peuvent se déplacer facilement, donc légères, de couleurs, puisqu'on voulait que cette salle soit une salle un peu différente, d'une forme de table aussi un peu différente, donc on est plutôt sur du trapèze, d'une table où on peut aussi comment on appelle ça, régler en hauteur, merci, pour faire des îlots en hauteur, un travail de débat, des écrans numériques, ou 6 étudiants, puisqu'on a travaillé sur les 6 groupes, qui étaient aussi une contrainte donnée, où chaque groupe peut diffuser et échanger autour d'un écran leur travail de groupe. Un tableau interactif numérique qui permet de rendre plus attractif et d'expliquer de manière différente l'enseignement. Et la possibilité aussi de diffuser sur chaque écran de manière indépendante une information. Voilà. Ce qui est aussi important, et c'est aussi une mobilité de transmission de l'information. C'était aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Aussi, on a aussi des tableaux d'écriture. On a travaillé plutôt sur la verticale avec des grandes longueurs où les étudiants peuvent aussi exprimer leurs idées de manière plus rapide. Chaque groupe a son espace d'écriture. Et on a aussi travaillé pour renforcer la mobilité sur 2 tableaux blancs qui s'appellent les tipis, parce que c'est une forme de tipi qui permettent aussi d'avoir des surfaces d'écriture dans cette salle. Et puis en 3e étape, on a fait appel au CAP pour un accompagnement sur les choix. D'abord valider ces choix qu'on avait faits, un regard extérieur qui pouvait être utile pour nous, et puis aussi pour de la formation. Oui, tout à fait. Donc nous parlerons plus spécifiquement de cette dimension et de cet accompagnement par le CAP à la fin de l'émission. Il y a 2 questions que j'aimerais vous poser. C'est, alors, premièrement, déjà, on parle beaucoup du budget. Donc finalement, quel était ce budget puisque c'est une contrainte particulière dans un tel projet. Et puis, combien de temps est-ce que tout cela vous a pris à mettre en place, à déployer comme projet? Alors, beaucoup d'acteurs sont intervenus pour la mise en place de cette salle. Cette salle devait déjà être enlevée de ces anciennes pratiques où il y avait du mobilier fixe, donc nettoyé. Donc tous les services, c'était vraiment un projet avec tous les services qui ont participé. Et ce projet-là, malgré le Covid, on a mis 8 mois à boucler cette salle avec tous les services informatiques, techniques, audiovisuels, logistiques et les services centraux qui sont la DSI. Voilà. Et ça a été vraiment un challenge. Et comme le groupe de travail avant pour créer cette salle-là était riche d'échanges, le fait d'avoir aussi un projet comme ça, où chaque service contribue à cette salle-là, était aussi une satisfaction pour moi et je pense que pour nous tous. Et alors en termes de budget, combien est-ce que ça vous a coûté finalement, quel était le budget qui était alloué à ce projet? Alors le budget initial était de 35 000 € et on est arrivé à 45 000 €. D'accord, donc oui, vous avez eu un petit peu de supplément. D'accord.
Eh bien, merci Arnaud, merci Nathalie pour votre intervention. Pardon. Nous allons maintenant donc aborder le point de vue de personnes qui ont pu utiliser cette salle, à commencer par des enseignantes. Merci. Merci beaucoup. Alors, Maryse, Nathalie, Delphine, bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes toutes les trois enseignantes à l'IUT de Tours et vous utilisez régulièrement cette salle, cette fameuse salle, comme nous venons de le voir dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement sur vos expériences respectives dans cette salle? En quelques mots, qu'est-ce qu'elle vous apporte dans votre pratique? Quel est l'intérêt par rapport à une salle plus classique? Qu'est-ce qu'on y trouve, etc. Donc Maryse, tu as déjà aussi eu l'occasion de partager ton expérience au cours d'un café pédagogique en mars dernier. Je te propose de commencer pour nous présenter ton retour. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Maryse Riza et je suis enseignante en information numérique à l'IUT. Alors moi, j'ai découvert la salle au travers d'une formation du CAP où on m'a montré un peu toutes les possibilités modulaires du mobilier et puis les possibilités numériques également. J'avoue que j'ai été séduite tout de suite parce que je donne des cours d'intelligence collective et les cours d'intelligence collective ont pour objectif de co-construire les savoirs. Et donc, j'étais à la recherche, en effet, de possibilités pédagogiques, de changer un peu ces fonctionnements de classe descendante, parce que pour construire les différents savoirs des étudiants, ça nécessitait de pouvoir bouger et de pouvoir créer. Et la création demande généralement énormément de mobilité et énormément d'espace. Donc, quand j'ai découvert la salle, je savais pas trop où j'allais aller, mais je me suis dit c'est l'idéal en fait pour qu'ils adoptent cette co-construction de savoir. Donc j'ai testé, je les ai emmenés et ça a vraiment bien fonctionné vis-à-vis du cours d'intelligence collective. Et comment est-ce qu'ils ont réagi justement alors les étudiants ? Alors, la première fois qu'ils ont découvert la salle, ça a été assez drôle parce qu'ils sont rentrés en disant ils ne comprenaient pas trop. Hein, on est vraiment pas du tout dans une salle classique en rang. Donc, ils se sont tous assis, tous répartis. Et puis, là, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas osé bouger en fait. Je leur ai expliqué que les tables bougeaient, que les chaises bougeaient, qu'ils pouvaient s'organiser comme ils le souhaitaient, que je n'imposais rien. Mais en fait, au départ, ils sont restés complètement immobiles, et ils ont attendu. Et donc, j'ai expliqué le cours, j'ai donné les objectifs, parce qu'il est essentiel de donner les objectifs. Et je leur ai dit qu'ils avaient une totale liberté d'organisation entre eux et du mobilier, et du numérique interactif. Et ça s'est plutôt bien passé au fur et à mesure des séances. Il se trouve qu'en commencement de cours, je faisais des petits exercices d'intelligence collective qui demandent un positionnement dans l'espace assez particulier. Soit on est en cercle,
soit on est en groupe, soit on est debout, soit on est assis, selon ces exercices. Donc en fait, ils se sont petit à petit habitués à ne pas être en totale position assise tout le temps. Et alors, de ton côté, qu'est-ce que ça change en fait dans ton cours, dans ta pratique d'enseignante? Alors moi, j'ai trouvé que ça nécessite vraiment un scénario pédagogique assez important vis-à-vis des objectifs. Il ne faut pas se formaliser, justement, sur la forme. Il ne faut pas être attaché à une classe descendante. Ce n'est pas possible pour que ça fonctionne. Mais par contre, il faut leur donner des objectifs à atteindre en fin de séance. Ce que j'ai fait. Et moi, j'ai vraiment apprécié donner ce cours parce que je les ai vus se transformer en fait, petit à petit vis-à-vis des séances. Au fur et à mesure des séances, ils se sont imprégnés de leurs possibilités, laissés aller, et même les plus timides ont réussi en fait à venir se greffer à l'organisation apprenante du cours. Et ils ont réussi à co-construire un très beau savoir autour de la thématique que j'avais donnée. Plutôt positif. Très finalement. positif, Bon. très. Écoute, merci beaucoup Maryse pour ton retour. Alors malheureusement tu as des obligations, donc Oui. tu vas devoir nous quitter maintenant. Oui, en tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Merci à toi de nous avoir fait partager ton expérience, et puis à une prochaine fois en tout cas. À avec très plaisir. bientôt. Donc je vais donner maintenant la parole à Delphine. Delphine, toi, pareil, tu utilises régulièrement cette salle. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience justement de l'utilisation de cette salle? Alors moi, j'ai choisi au départ d'utiliser cette salle dans un cadre plutôt classique de gestion de projet. À l'IUT de Tours, nos étudiants travaillent sur ce qu'on appelle les projets tutorés, sur leurs 2 ou 3 années de formation. Et comme c'est un travail de groupe, cette salle, elle permet très facilement à chaque groupe d'être autour d'un îlot, un écran interactif qui leur permette de partager les informations, de brainstormer, d'échanger. Et donc ça, c'est l'utilisation très classique, ou en tout cas facile à mettre en place. Et moi, la plus-value que j'ai trouvée vraiment dans cette salle, c'est sur ce qu'on appelle la pédagogie par le biais de la classe puzzle. D'accord. Alors, la classe puzzle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste exactement? Oui, alors moi je suis enseignante en droit à l'IUT de Tours en Infocom, donc j'enseigne le droit à des non-spécialistes. Donc c'est une matière qui est un petit peu ardue et les étudiants ont des fois un petit peu de mal à rentrer dans les notions un peu techniques. Donc l'avantage de cette pédagogie de classe puzzle, c'est qu'on va découper les étudiants en groupes. Chaque groupe va travailler sur une notion, brainstormer, échanger. Et après, on va mixer les groupes, c'est-à-dire qu'on va prendre des étudiants du groupe A, du groupe B, du groupe C, du groupe D, et on va reformer des groupes, ce qui va leur permettre de partager ce qu'ils ont eu lors du premier groupe avec le second groupe. Et donc là, ça va vraiment créer une émulation collective et une co-construction de la notion. Et après, ils vont pouvoir restituer ce qu'ils auront appris au reste de la classe. Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple un petit peu plus concret justement d'un cours où tu as pu mettre en place cette pratique au sein de cette salle? Oui, alors il y a un cours qui fonctionne bien avec cette salle, qui pourrait fonctionner avec des adultes aussi. C'est un cours que je fais sur les métiers juridiques. On a souvent une vision des métiers juridiques qui se rapproche plus de la série américaine de ce qu'est la réalité française. Donc en fait, je pars avec 2 groupes qui sont d'un côté le groupe cliché, idées reçues sur les métiers juridiques, et puis de l'autre, on a ceux qui vont travailler sur la réalité. Donc, parmi le groupe idées reçues, on va avoir un groupe avocat, donc qui va nous dire l'avocat, c'est celui qui est un très bon orateur, qui va réussir à faire innocenter quelqu'un qui a commis un crime si il a les bons arguments et la bonne rhétorique. Le procureur, c'est celui qui attaque, qui est méchant, qui a vraiment cette connotation un peu négative. Et puis d'un autre côté, on a un groupe les groupes vont travailler sur les mêmes métiers, mais ils vont chercher de l'information, ils vont aller voir ce qu'ils trouvent comme connaissances, les échanger entre eux. Et puis ensuite, on va mixer ces groupes. Donc on va prendre pour un groupe avocat les idées reçues, les clichés
et puis la réalité. Et là, les étudiants vont confronter leurs idées et vont véritablement se rendre compte en fait que l'idée qu'ils ont de la notion ou du concept peut être erronée. Et c'est grâce à l'apport des autres étudiants qui, eux, ont recherché des informations qu'on va réussir à construire une notion, un concept. Et après, ils vont retransmettre ça à l'ensemble de la classe, donc ce qui va permettre à chacun de se dire « Ah bah oui, moi je pensais la même chose, moi aussi je me suis trompée, maintenant j'ai les bonnes infos et maintenant je vais pouvoir avancer avec ces nouvelles connaissances. » Tout à fait. Et alors, en quoi la disposition de cette salle est particulièrement intéressante? Toi, qu'est-ce que tu utilises le plus dans cette salle? Alors, contrairement à Maryse, moi au début, je pensais justement que la modularité allait être géniale. Je me suis dit, ça va être top, on va pouvoir bouger, déplacer les chaises, les tables, les tableaux. Et en fait, pas du tout. Moi, dans mes cours, les étudiants sont souvent dans la même position et par contre, c'est eux qui prennent possession des lieux. Ce sont eux qui vont se déplacer, qui vont aller vers les tableaux, qui vont commencer à dessiner, à faire des schémas, et qui vont aller voir un autre groupe et qui vont revenir. Donc ce sont plus les étudiants qui bougent que le mobilier qui bouge. Mais en même temps, c'est la disposition de l'espace et des espaces qui permet justement cette liberté aux étudiants. Et ils se l'approprient très facilement. Tout à fait. Et puis j'imagine qu'en fonction des cours, voilà, c'est forcément différent par rapport au sujet, par rapport aux thématiques traitées. On va avoir des adaptations en fonction. Exactement. Bien, merci. Merci Delphine pour ton retour. Et donc Nathalie, pour terminer, alors toi, dans quel contexte est-ce que tu utilises cette salle? Alors moi, je l'utilise en complément du cours inversé que je pratique avec les étudiants en première année. Alors pour expliquer rapidement, le cours inversé, ça consiste à mettre à disposition des étudiants le cours séquencé tout au long du semestre sous forme de ressources numériques en ligne sur l'environnement numérique de travail. Et donc chaque séance présentielle en TD organisée dans la salle dont on parle est réalisé avec en amont un cours qui a été mis à disposition des étudiants. Et l'objectif de ce cours inversé, c'est donc vraiment de libérer du temps de classe pour être en interaction en fait avec les étudiants et leur laisser la main pour qu'ils construisent leur savoir. Donc c'est vraiment l'objectif. Et ça se construit de la façon suivante. Dans une séance, il y a un travail formaté pour la séance avec un objectif clair à réaliser dans la séance. Et le travail doit être réalisé en équipe de 4-5 étudiants. Voilà un petit peu comment j'utilise cette salle. Et alors justement, en quoi est-ce que la salle elle est adaptée à ce type de travail? Alors en fait, quand les étudiants rentrent dans la salle, chaque équipe, 4-5 étudiants, s'approprient l'espace. Et au sein de chaque équipe, chaque étudiant va occuper un rôle. Alors, ils connaissent leur rôle, mais ils choisissent au sein des équipes la manière dont ils vont s'affecter les rôles. Donc, il y a, par exemple, l'animateur qui s'approprie un espace d'écriture et qui va guider le groupe, la réflexion du groupe pendant toute la séance, en notant, par exemple, au tableau les idées du groupe, la manière dont le groupe répond aux questions, etc. Il y a ensuite le secrétaire. Alors le secrétaire, il branche son ordinateur en HDMI à l'écran mural, de façon à ce que tout le groupe puisse visualiser l'avancée du travail réalisé par le groupe. Donc le secrétaire note les réponses du groupe. Ensuite, il y a les responsables de cours. Donc les responsables de cours vont chercher dans les cours en ligne des éléments qui vont être utiles pour répondre aux questions et proposent au secrétaire de projeter alternativement soit l'énoncé, soit le cours en ligne utile pour répondre, soit la copie qu'ils remplissent collaborativement. Et enfin, il y a le calculateur, comme son nom l'indique, réalise les calculs à faire tout au long de la séance et donne les résultats à l'animateur qui les note au tableau de façon à ce que le groupe valide et puisse passer à l'enchaînement suivant. Donc la salle est parfaitement adaptée à cette répartition des rôles. Oui, tout à fait. Donc on a des étudiants très actifs, très participatifs. Absolument. Et justement, quel est le rôle de l'enseignant là-dedans?
Ah oui, là c'est vrai que l'enseignant n'a plus du tout le rôle classique en fait. L'enseignant, il n'est pas transmetteur de savoir. Et il faut que l'enseignant l'accepte pour s'approprier cette nouvelle forme d'enseignement. Alors l'enseignant, c'est un peu un accoucheur, c'est un animateur, il passe de groupe en groupe, il valide sur les tableaux blancs les réponses des étudiants. Il va poser des questions pour essayer de dénouer des éléments de blocage. Il va finalement être là pour guider le groupe et l'amener tout seul à finaliser la séance. L'enseignant ne délivre jamais de réponse explicite sur une question posée, mais il va amener finalement les groupes à trouver eux-mêmes les solutions aux questions qui leur sont posées. Donc c'est effectivement une vision très différente de l'enseignement au regard de ce qu'on pratique habituellement. Très bien. Merci beaucoup Nathalie pour ce partage d'expérience. Alors maintenant, du côté des étudiants, finalement, eux, que pensent-ils de cette salle? Regardons tout de suite leur témoignage en vidéo. C'est la deuxième fois que je suis à cette salle et franchement je trouve que c'est original. Il y a pas mal d'écrans, ça a un intérêt puisqu'en fait on peut diffuser à l'ensemble de groupes de nos îlots le travail qu'on souhaite exposer. La couleur aussi des chaises et le fait que ce soit coloré, j'aime bien l'idée que c'est une pièce où vraiment c'est l'envie de parler et que c'est pas assez terne. Là j'aime bien l'idée qu'on puisse déjà moduler les places, qu'on puisse choisir comment on veut organiser l'espace. On est dans une configuration totalement différente, avec des tables modulables, où on peut les régler aussi en hauteur, donc ça veut dire qu'on peut même travailler debout. Donc en réalité, ça rejoint un petit peu le concept même d'une évolution dans le travail. S'il y a plus de 20 personnes, selon moi, c'est un peu compliqué pour changer l'espace et trouver sa place. Que les tables soient un peu plus grandes parce qu'on a l'impression un peu de s'empiéter dessus. Mais c'est vrai que là, on est un peu serré. Alors Delphine, est-ce que tu pourrais nous faire part un petit peu de tes réactions par rapport à ces témoignages? On le voit et on l'entend. Les étudiants, en effet, sont peut-être un peu surpris par cette salle, mais quand ils y sont, c'est positif. Ils occupent l'espace, les outils, les tableaux blancs, les écrans. Et finalement, on se rend compte qu'ils s'approprient, eux, l'espace. Nous, on a, en tant qu'enseignants, préparé notre séance, nos objectifs, défini un peu ce vers quoi on voulait aller et comment on voulait y aller. Et puis en fait, après, les choses, elles se font tout à fait naturellement. Et les étudiants, comme on le disait tout à l'heure, Nathalie, sont acteurs de l'apprentissage. Donc il faut aussi les laisser prendre possession et utiliser au maximum ces ressources. Et est-ce qu'il y a peut-être des choses un peu à améliorer, ou si toi, des points que tu voudrais transformer, adapter par rapport à cette salle, qu'est-ce que tu pourrais dire en fait Je pense qu'on peut toujours réadapter la salle en fonction des besoins. L'avantage qu'a cette salle, c'est qu'elle peut répondre à de nombreux besoins, à de nombreuses méthodes de travail, de nombreuses formes de pédagogie. Donc ça, c'est ce qui est vraiment important. Après, on peut en effet penser en fonction de besoins plus spécifiques, augmenter peut-être le matériel numérique ou augmenter les espaces d'échange ou augmenter des espaces plus hauts, plus bas, des espaces de réunion. Mais ça, c'est vraiment spécifique, je pense, à des enseignements en particulier, alors que là, tout est possible, en gros. Ou presque. Presque. Eh bien, merci Delphine. Donc, nous allons maintenant aborder une dimension importante dans ce projet qui est l'ingénierie pédagogique. Et donc, nous allons accueillir pour cela à nouveau Nathalie Pourpry. Donc, Delphine, tu resteras parmi nous. Et puis, Émilie Auberdy, qui est ingénieure pédagogique au CAP. Donc, bonjour Émilie qui nous rejoint. Donc, pour ce projet, j'ai été moi-même sollicitée en tant qu'ingénieure pédagogique et ergonome aussi, pour donner un avis sur la conception de la salle, le matériel, les équipements, et surtout pour pouvoir anticiper la prise en main de la salle par les enseignants. Donc Nathalie, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient vos attentes finalement quand vous avez fait appel au service d'ingénierie pédagogique? Eh bien, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, en fait, on avait vraiment deux objectifs forts en faisant appel à vous. D'un côté, c'était votre regard extérieur sur ce qu'on avait imaginé.
parce que c'est la première fois qu'on faisait ça et on a travaillé avec notre façon de voir enseignant, l'accompagnement de nos services techniques, audiovisuels, informatiques. Mais on n'est pas spécialiste de l'ingénierie pédagogique, donc on voulait votre regard sur ces solutions techniques. Et puis on voulait aussi de l'accompagnement en termes de formation, parce qu'avoir un bel espace c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, à part ce qu'on faisait dans une salle classique, mais voilà, il y avait sûrement d'autres choses à faire. Donc on voulait un soutien en termes d'action pédagogique à mettre en œuvre, et puis peut-être des outils aussi pratiques avec un guide, avec d'autres choses pour que tout le monde puisse s'approprier la salle, même ceux qui n'ont pas suivi les formations qu'on vous demandait de nous proposer. Très bien, merci. Donc, je vais en profiter pour donc, donner la parole à Émilie Auberdi, qui est ingénieure pédagogique au CAP, comme je le disais, avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration sur ce projet. Donc, Émilie, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'accompagnement par le CAP dans le cadre de ce projet ? Donc en effet, Nathalie et Arnaud Lecoutet nous ont contactés, moi et ma collègue Bonnie Patry, pour construire une formation sur mesure pour accompagner justement les enseignants de l'IUT dans la prise en main de cette nouvelle salle de pédagogie innovante. Donc c'est une formation qui se décline en 2 temps. Dans un premier temps, l'objectif était de sensibiliser les enseignants de l'IUT à l'usage des outils numériques et des outils pédagogiques. Donc par le biais de l'activité qui est la classe puzzle, appelée aussi Jigsaw Classroom, les enseignants ont pu justement découvrir des outils pédagogiques comme le scénario pédagogique, mais aussi des outils numériques comme Active Presenter, HAP, Booklab ou encore Teams. Donc ce premier temps de formation a eu lieu en octobre 2020. Et malheureusement, nous avons connu la deuxième période de confinement et nous avons dû reporter ce deuxième temps de formation qui était prévu initialement en décembre 2020 à février 2021, puis ensuite à mai 2021, car les mesures établies durant la crise sanitaire ne nous permettaient pas de nous retrouver dans une salle en présentiel avec près d'une dizaine de personnes. Néanmoins, ce laps de temps entre le premier temps de formation et le deuxième temps de formation nous a permis, avec Bonnie, de nous rendre dans cette salle à l'IUT pour tester des configurations et pour préparer en fait le deuxième temps de formation dédié plus spécifiquement à la notion d'espace. Alors c'est vrai, on aurait pu proposer une formation à distance, mais notre volonté était surtout d'accompagner les enseignants à prendre possession du mobilier et en fait vraiment à prendre possession de cet espace. Donc lors du deuxième temps de formation, les enseignants ont pu se questionner sur l'usage de cette salle de pédagogie innovante au sein de leur pratique pédagogique. Et on les a amenés à se questionner autour d'une problématique qui est la suivante. Comment configurer la salle de cours lors de son enseignement pour favoriser l'apprentissage des étudiants? Et pour répondre à cette problématique, les enseignants de l'IUT ont travaillé en groupe et ils ont suivi les 5 étapes du design thinking. Donc ils ont pu collaborer, se questionner, prototyper des configurations en fonction de situations pédagogiques qui leur ont été attribuées, comme le débat, l'exposé. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont pu en fait tester leur configuration au sein même de la salle. Et puis aussi pour ajouter, notre volonté avec Bonnie, c'était aussi de faire découvrir aux enseignants de nouvelles activités pédagogiques comme la classe puzzle ou encore le design thinking pour qu'ils puissent ensuite les réinvestir auprès de leurs étudiants respectifs. Et puis on a continué ce travail de sensibilisation puisqu'on a organisé en octobre 2021 un atelier pédagogique avec le soutien de Nathalie, d'Arnaud, mais aussi des enseignantes de l'IUT qui ont participé à notre formation. Et lors de cet atelier, on a sensibilisé les enseignants de l'IUT sur l'existence de cette salle. Par ailleurs, avec Bonnie, on a aussi conçu un cours Célène qui s'intitule « Appréhender les espaces d'apprentissage », au sein duquel les enseignants vont pouvoir retrouver des ressources relatives à l'utilisation de cette salle. Et puis, donc à l'utilisation de cette salle, aussi, dans ce cours, les enseignants vont pouvoir retrouver un guide qui est en cours de construction, en cours de rédaction, où il y aura des fiches d'activités, des conseils méthodologiques, avec des exemples de configuration, mais aussi des ressources, par exemple, sur la place de l'hybridation et des outils numériques au sein des espaces physiques et virtuels. Et puis aussi, juste pour souligner, donc le CAP, le Centre d'accompagnement à la pédagogie pour les enseignants, propose aussi un catalogue de formations. Donc des formations qui vont venir compléter la formation que nous avons dispensée spécialement pour l'IUT. Et pour citer des exemples, donc il y a des formations comme se familiariser avec la classe inversée. Il y a aussi des formations pour pouvoir s'outiller sur le plan numérique, pour favoriser les interactions avec les étudiants. Et puis il y a aussi une formation
qui s'intitule « Scénariser son cours ». On va pouvoir justement découvrir le scénario pédagogique et comment l'utiliser. Des formations qui sont particulièrement intéressantes justement voilà, dans ce cadre. Donc toi Delphine, tu as participé à ces 2 séances de formation. Et alors finalement, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'elles t'ont apporté des choses que tu as pu réinvestir toi-même dans ta pratique enseignante? Complètement. Moi, lors de ces 2 formations, j'ai découvert la classe puzzle que je ne connaissais pas. Donc, ce que j'ai trouvé moi vraiment très intéressant, c'est finalement de se mettre à la place de l'étudiant. Et puis, quand on se met à la place de l'étudiant, c'est là qu'on va pouvoir identifier de quoi il a besoin, comment est-ce qu'il va percuter, comment est-ce qu'il va pouvoir échanger. Et puis, tous ces éléments vont nous aider, bien évidemment, dans la manière dont on va construire nos cours. Alors, c'est sûr que des fois, ça fait un peu peur quand on est enseignant de se dire « bon, il va falloir changer de méthode de travail, il faut que je fasse autrement, comment je vais faire ?» Et puis finalement, le temps peut-être qu'on va y passer au départ n'est que du temps de gagner finalement en termes d'efficacité parce que les étudiants apprécient, apprennent mieux. Et ça, c'est vraiment positif pour tout le monde. Donc il faut se lancer, quoi, il faut y aller. Très bien. Merci beaucoup à toutes les 3. Merci Émilie aussi pour ton témoignage. Pour conclure nos échanges, alors, quels conseils, finalement, vous pourriez donner chacune à toute personne qui souhaiterait s'investir dans un tel projet? Donc, si, par exemple, quel serait le conseil de la porteuse de projet? Je dirais qu'il faut vraiment partir du besoin des futurs utilisateurs. C'est ça l'essentiel. Essayer de comprendre ce qui va être fait dans cette salle pour trouver les bons outils à y mettre, les bonnes solutions techniques. Travailler en collaboration avec les services techniques, informatiques, audiovisuels, parce que ce sont eux les spécialistes finalement, et sans eux, on ne peut pas avancer. Donc c'est vraiment ces 2 points-là qui sont importants. La visite de salle, également, c'est découvrir ce qui se fait. C'est aussi un point de départ important. Et à ce sujet, j'invite toutes les personnes désireuses de développer une salle de ce type de venir visiter notre salle. On est vraiment disponible pour la faire visiter. Merci. Et quel serait alors le conseil de l'ingénieur pédagogique? Alors le conseil que je donnerais aux enseignants qui souhaitent se lancer dans ce projet, c'est d'être avant tout accompagné par un service qui est dédié à la pédagogie. Donc à Tours, à l'université de Tours par exemple, il y a le CAP, le Centre d'accompagnement à la pédagogie pour les enseignants, qui accompagne les enseignants dans la rédaction mais aussi dans la mise en œuvre d'un projet. Donc au sein de ce service, il y a des ingénieurs et des conseillers pédagogiques qui vont justement pouvoir donner une expertise pédagogique, mais qui vont aussi pouvoir en fait mettre en relation l'enseignant qui souhaite porter un projet auprès de d'autres services universitaires et aussi auprès de d'autres enseignants qui ont déjà vécu cette expérience de conduite de projet. Voilà. Donc un rôle finalement un peu de médiateur aussi entre tous ces interlocuteurs là. Merci Émilie. Et donc quel serait le conseil de l'enseignante Delphine, ou de l'enseignant de manière générale? Je dirais à tous les enseignants qui ne sont jamais allés dans cette salle qu'ils ratent quelque chose. Donc il faut y aller, quoi, même si on n'a pas préparé quelque chose de spécifique. Il faut y aller, quitte à faire un cours, comme on le disait tout à l'heure, classique dans un premier temps, parce que c'est une salle qui permet aussi de faire des cours classiques, comme on les appelle. C'est tout à fait envisageable. Et vraiment, c'est l'occupation de l'espace qui va permettre à chacun de s'approprier. Et bien sûr, l'accompagnement via les formations va permettre à l'enseignant de faire le lien entre ce qu'il fait et ce qu'il est possible de faire. Et c'est là, en fait, que la magie opère, peut-être pas exagéré, mais c'est là, en tout cas, que l'enseignant va se dire « Ah, mais oui, tiens, je pourrais faire ça. Tiens, ça, je pourrais le faire. Et puis, dans tel cadre, je pourrais le faire. » Donc, finalement, c'est tout ça qui va permettre à l'enseignant de se dire « Oui, finalement, il n'y a rien de difficile. » Et c'est très intuitif. Cette salle, elle est très intuitive. Donc, même si en effet l'appui des services techniques, audiovisuels, informatiques et du CAP est indispensable, c'est quand même très intuitif et on peut y faire plein de choses sans y avoir réfléchi avant. Mais c'est mieux quand on le fait. Forcément. Donc, de précieux conseils à garder en tête et à appliquer dans la mesure du possible si vous êtes concerné par un tel projet. Donc, je vous remercie toutes les 3.
Émilie, Nathalie, Delphine, pour votre participation. Je vais vous garder sur le plateau ici et puis nous allons faire l'annonce des actualités pédagogiques de l'université et des événements qui auront lieu dans les prochains jours et les prochaines semaines au CAP. Alors, si je commence. Donc déjà, il y a une formation qui aura lieu demain, mardi 26 avril, en présentiel et qui est inédite. Cette formation, c'est utiliser des jeux sérieux en situation d'apprentissage. Une autre formation qui portera sur la création de cours accessibles aura lieu en 2 parties. Donc une première partie qui aura lieu le vendredi 29 avril sur Teams et une deuxième partie qui aura lieu le vendredi 13 mai en présentiel. Ensuite, le vendredi 6 mai, le CAP organise un Capédago, donc un café pédagogique sur la thématique de la mission Erasmus enseignante. Le mardi 10 mai, il y aura une formation intitulée « Accompagner le travail de groupe » qui se déroulera aussi en 2 temps. Et le temps présentiel donc, aura lieu de 14h à 17h. Et enfin, le jeudi 16 juin, Amphi 2 au Tanner, un de nos collègues organise, dans le cadre du projet PARM, une journée sur l'accessibilité numérique. Et le sous-titre de cette journée, c'est « Comment concevoir des enseignements pour tous ». Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site de la conférence, donc c'est journéeaccess.scienceconf.org. Donc pour clôturer cette belle émission, je tiens donc à remercier tous les invités et puis aussi remercier la DPNM qui nous permet d'organiser ces émissions avec ses moyens techniques et surtout ses moyens humains. Donc Jean-Philippe et Benoît, merci. Et puis merci également à Pauline du service com. J'en profite également pour annoncer la date du prochain épisode CAP TV qui aura lieu le 30 mai. Et les animateurs nous laissent la surprise du sujet. Merci beaucoup.